Bienvenue à notre podcast Gusto où nous parlons recherche et sciences. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir professeur Maurice Ndeye, physicien et chef du laboratoire de radiocarbone, plus connu sous le nom de Carbone 14. Professeur Ndeye est reconnu dans le domaine de la physique et nous apportera donc quelques éclairages sur les défis des questions énergétiques en Afrique à la lumière, bien sûr, des idées de Cheikh Anta Diop. Vous connaissez Cheikh Anta, l'anthropologue, l'historien, mais Cheikh Anta Diop, c'est d'abord un physicien et il a fondé le laboratoire Carbone 14. Professeur Maurice Ndeye est un de ses contribuateurs. N'est-ce pas, professeur? Oui, effectivement. Quel plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour ce 4e podcast de l'IFON consacré à la recherche. Alors, dans un article que Cheikh Anta avait déjà publié dans les années 70, il soulignait déjà peut-être des évidences que si le rythme de la consommation mondiale d'énergie continuait, il y aurait des pénuries. Et il nous donnait même quelques constats futuristes sur comment ressemblerait l'avenir énergétique africain. Comment voyait-il l'avenir énergétique africain, Cheikh Anta Diop? Voilà, merci madame. Avant de vous prononcer sur cette question, je voulais d'abord me présenter. Je suis en effet un physicien, professeur titulaire de physique atomique et nucléaire. Alors j'ai tout d'abord travaillé dans la physique des plasmas d'intérêt astrophysique à l'Institut de technologie nucléaire du département de physique, avant d'être recruté à l'IFAN au laboratoire Carbone 14. J'ai tout d'abord participé à la réhabilitation du laboratoire qui est resté en hibernation depuis la mort du professeur Cheikh Anta Diop, donc en 1986. Et à partir de 2000, le laboratoire est devenu fonctionnel et a commencé à produire ses premières dates en 2004. Alors, la méthode principale est celle de datation et celle qui se fait par le carbone 14 à diverses fins. Alors, pour répondre à votre question, effectivement, depuis dans les années 70, le professeur parlait surtout dans la présence africaine. Hein? Il a fait un article qui s'appelle Fondement culturel, technique et industriel d'un futur État fédéral d'Afrique noire, où il montrait que les potentialités en termes d'énergie de l'Afrique. C'est ainsi qu'il a fait d'abord un recensement des sources d'énergie. N'est-ce pas? Il a montré l'existence en Afrique d'énormes et multiples sources d'énergie que je vais tenter de vous donner sans pour autant entrer dans la partie technique de son utilisation. D'abord, il a parlé d'énergie hydraulique. Alors l'Afrique vient, si on regarde les classements en son temps, venait en tête en matière d'énergie hydraulique avec des milliers de kilowattheures de réserve, équivalent à la moitié des réserves mondiales, ce qui est énorme. Donc, vous voulez parler d'énergie qu'on peut tirer de l'eau, des océans, des fleuves, etc. Voilà. La seule condition, c'était de régler la question du transport de cette énergie. N'est-ce pas? En courant continu. Vous savez, nous, les gens utilisent le courant, ce courant-là, c'est le courant continu que les gens utilisent. Donc, il y a un problème de transport pour alimenter, disons, l'ensemble des gens et permettre le développement des industries locales. D'accord? Je m'en veux pour exemple simplement le bassin du Congo, qui regorge d'énormes quantités d'énergie. Il y a aussi le soleil, puisque on bénéficie beaucoup de soleil. Ici, le soleil envoie des quantités énormes d'énergie solaire en Afrique, soit environ 10 puissance 15 kWh par jour, ce qui est comparable à la somme globale des réserves énergétiques en charbon, pétrole, uranium et gaz naturel. Alors, petit exemple, un kilomètre carré de surface ensoleillée correspondrait à une quantité d'énergie équivalente à l'énergie d'une bonne bombe atomique ordinaire, ce qui est énorme. Ainsi, malgré l'actualité de l'énergie atomique, les savants, c'est lui qui le dit, sont d'accord sur le fait que l'énergie solaire est celle de l'avenir, puisqu'il existera aussi longtemps que le soleil sera là. Donc l'Afrique bénéficie de tout ça. Par ailleurs, l'énergie hydraulique dont on a parlé dépend aussi du soleil. Ensuite, l'énergie hydraulique dépend du soleil. Du soleil, oui. Comment? Simplement parce que vous savez bien que le soleil participe dans le climat, n'est-ce pas? Alors, il y a le climat, il y a des transferts qu'on appelle, je vais rentrer dans mes cours de transfert thermique, les transferts thermiques par convection.
qui fait qu'il y a une relation étroite entre le Soleil et les océans. Et les océans. D'accord. Ensuite, il y a l'énergie atomique. La fission contrôlée de l'uranium. Bon, je vais donner juste l'exemple, je démarre par l'uranium, mais l'énergie atomique, c'est l'énergie qui provient des atomes. D'accord. Si je prends par exemple l'uranium, on sait bien qu'en Afrique, ici, beaucoup de pays ont l'uranium, y compris le Sénégal. Hein? Donc, la fission contrôlée de l'uranium et du thorium est la base de l'énergie atomique. On obtient ce qu'on appelle une réaction en chaîne qui dégage une énorme quantité de chaleur. Soit pour l'uranium. L'uranium a plusieurs isotopes. Il y a l'uranium 234, 233, 235. Par exemple, l'uranium 235 peut produire 2000 tonnes d'uranium, équivalent toutes les réserves mondiales de pétrole en production d'énergie. Donc ça, c'est énorme déjà. Donc l'Afrique a ça. Avec une énergie atomique découverte en Afrique et les avantages qu'elle procure, on peut dire qu'elle entrera dans l'équipement industriel de toutes les nations modernes. D'ici, c'était des prévisions, d'ici 10 ans, c'était jusqu'en 52. C'était les prévisions qu'ils donnaient. Voilà. D'accord. Elle donnait ensuite quelques pays africains, tels que le Congo, qui fournissaient les 50% de production mondiale d'uranium. Aujourd'hui, l'Afrique se place vraisemblablement du point de vue production immédiatement après le Canada. Ça, c'était un classement ancien en son temps. Quoi, voilà, Congo belge, etc. Okay. On trouve aussi de l'uranium en Éthiopie, Cameroun, Nigeria. Ensuite, il y a, je ne vais pas tout dire, je ne vais pas dire ça, à l'énergie thermonucléaire. Alors, pour parler de thermonucléaire, il faut bien définir c'est quoi thermonucléaire. D'accord, qui se distingue de l'énergie atomique. Mais pour avoir une énergie thermonucléaire, il faut nécessairement passer par les atomes. C'est ce que je voulais dire simplement. D'accord. Donc, ce sont des réactions de fission ou de fusion quoi, qui créent cette énergie-là. Et pour faire simple, c'est ce qu'on appelle une énergie thermonucléaire. Donc, vous avez fait un peu le point sur toutes ces possibilités et ces sources d'énergie que voilà. Cheikh Anta Diop avait déjà répertoriées dans les années 50, etc. Mais aujourd'hui, si on avait à revoir sur toutes ces sources-là, qu'est-ce qui pourrait se poser avec acuité sur toutes ces considérations que Cheikh Anta Diop avait? Moi, personnellement, l'énergie thermonucléaire, pour moi, si je prends le cas du Sénégal en tout cas, pour moi, on n'a pas encore les moyens de réaliser, de bénéficier. On peut le faire théoriquement, on sait comment le faire, mais on n'a pas encore les moyens de le faire. On ne peut pas avoir, pour ce faire, il faut avoir des réacteurs, par exemple. On n'a pas encore au Sénégal ici un réacteur, à ce que je sache. Donc pour moi, le problème ne serait pas à ce niveau-là. Donc pour moi, on reste toujours dépendant des sources d'énergie primaires que j'ai citées tantôt, c'est-à-dire l'éolienne, c'est-à-dire le charbon, le pétrole, etc. Voilà. Mais le soleil, par exemple. Le solaire, par exemple. Le solaire, il est développé ici, en tout cas au Sénégal, ici, puisque ici, à la faculté des sciences, au département de physique, je me rappelle, ça fait bientôt plus de 20 ans que les gens font de l'énergie solaire. Toutes les thèses, beaucoup de thèses ont été faites ici sur du nucléaire. Et ça s'applique maintenant. On voit bien que dans nos villages là et villes, c'est le nucléaire qui produit. C'est le solaire. C'est le solaire, pardon, qui produit cette énergie-là, cette électricité. Voilà. Mais ce n'est pas à grande échelle. Ce n'est pas à grande échelle, c'est sûr. Mais au-delà du solaire, Cheikh Anta parlait aussi de l'hydrogène. De l'hydrogène. De l'hydrogène lourd qui est peut-être présent dans l'eau de mer avec des concentrations assez importantes. Voilà, c'est toujours dans le sens de l'énergie thermonucléaire. Puisqu'on sait que l'hydrogène, c'est de l'hydrogène qu'on arrive à avoir des isotopes que sont le deutérium et le tritium. Or, le tritium et le deutérium sont à l'origine de cette énergie nucléaire-là. Et puisqu'on a beaucoup d'eau, on a des océans, on peut utiliser cet hydrogène-là pour essayer de récupérer notre énergie thermonucléaire. Mais professeur, cette fusion thermonucléaire, est-ce qu'elle pourrait contribuer à la réduction des gaz à effet de serre et lutter contre les changements climatiques? Justement, l'avantage qu'on a sur le thermonucléaire, c'est que le thermonucléaire a peu de déchets radioactifs. D'accord? Vous savez que lorsqu'on est dans le nucléaire, pourquoi les écolos
sont contre l'énergie nucléaire, c'est parce qu'il y a des déchets qu'on appelle des déchets radioactifs, qui ont une certaine durée, c'est-à-dire qui ont une certaine période très très longue. C'est-à-dire que les déchets, on ne sait pas comment les gérer correctement. Parce qu'on ne peut pas les jeter dans l'environnement. Même si on fait des enfouissements, les déchets sont toujours réactifs. Et ce n'est pas bon pour la santé des gens. D'accord? Ici, dans cette fusion thermonucléaire, hein, il n'y a pas de déchets radioactifs. En plus, c'est des déchets radioactifs qui existent peut-être, mais à durée de vie très réduite. D'accord? Et il n'y a pas de gaz à effet de serre. Autrement dit, il n'y a pas, par exemple, d'émissions de gaz à effet de serre, tels que le CH4, CO2, etc. Des gaz qui contribuent à la destruction de l'ozone, qui protègent les gens des rayons. Donc c'est l'énergie d'avenir. C'est l'énergie d'avenir, la fusion. L'énergie de la fusion thermonucléaire. Mais jusqu'à présent, techniquement, c'est difficile à réaliser. Parce que ça demande, il y a des coûts, quoi. Beaucoup de coûts financiers, etc. Et en plus, l'énergie est tellement importante que jusqu'à présent, les réacteurs qui permettaient d'appliquer ça là, jusqu'à présent, il n'y a pas beaucoup de réacteurs qui ont réussi à le faire. Donc la recherche est encore en cours. Oui, la fusion thermonucléaire, on a l'affaire sur la Terre. Mais je vous disais tout à l'heure que dans le Soleil ou dans certaines étoiles chaudes, elle se fait là-bas. Il y a plein d'énergie là-dedans. Mais maintenant, il faut revenir sur Terre pour le faire. Revenir sur Terre, c'est créer des réacteurs nucléaires. On n'arrive pas encore. Les gens en parlent. On dit que c'est l'énergie du futur, etc., etc. Mais jusqu'à présent, la réalisation de ça reste encore... Et chez Hanta, on parlait déjà en 1950 comme l'énergie du futur. Du futur, voilà. OK. Apparemment, on attend toujours ce futur-là, quoi. 50 ans, plus de 50 ans après, on attend encore ce futur-là. Voilà. Donc, ça veut dire que les recherches sont encore en cours sur ce point, voilà. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui à l'État d'en arriver là? Ça dépend, c'est les politiques. Hein. Pour moi, il faut une volonté politique pour arriver à un certain niveau. Et beaucoup d'investissements aussi. Beaucoup d'investissements, voilà. L'un des défis pour Cheikh Anta Diop, c'était de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui, on le sait, ont un impact très important sur le climat, sur l'environnement en général. Aujourd'hui, comment le Sénégal peut s'engager dans une politique énergétique intéressante qui permettrait en même temps de pouvoir répondre aux enjeux de développement et en même temps penser aux enjeux, à la question climatique? Vous avez dans les objectifs de ce laboratoire, c'était aussi au-delà de faire des datations avec le carbone. L'un des objectifs, c'était effectivement de travailler dans le sens de réduire la pollution atmosphérique, la pollution océanique, etc. Hein, ça faisait partie des thèmes que Cheikh Anta Diop a vraiment développé ici, quoi. Il est clair qu'ici, comment réduire la pollution atmosphérique, théoriquement, on sait comment le faire. Mais ce qu'on fait, par exemple, je donne un petit exemple, actuellement dans ce laboratoire, nous savons évaluer les quantités, par exemple, de gaz à effet de serre tel que le gaz carbonique. On sait l'évaluer à partir des méthodes dérivées de la méthode d'adaptation par le carbone 14. On a publié là-dessus, dans beaucoup d'articles, on a montré théoriquement, dans la pratique, pardon, comment on le faisait. Les mesures ayant été faites ici, dans ce laboratoire. Donc, dans le sillage des idées de Cheikh Anta Diop, voilà, on sait le faire. Maintenant, ça demande beaucoup de choses, hein, parce que il me semblait que vous avez parlé de mix énergétique tout à l'heure. Ouais. Donc, c'est un choix. Hein, c'est une politique énergétique choisie par certainement les autorités, c'est-à-dire utiliser les hydrocarbures, les gaz, etc., l'énergie solaire, nucléaire et la biomasse. Et la biomasse, on va y arriver. Pour avoir des productions d'énergie directement utilisables, comme l'électricité, la chaleur, etc. Quels sont les défis aujourd'hui pour la recherche dans ces domaines-là, dans le domaine du physique? Les défis, hein? Vos défis. Nos défis ici, c'est d'abord avoir des laboratoires de recherche bien équipés. Hein? Parce qu'on connaît les choses théoriquement ici,
voilà, on peut travailler, mais à la condition d'avoir quand même un minimum. Pour moi, les laboratoires ne sont pas bien équipés, quoi. C'est déjà le premier défi, puisque le reste, les gens savent. Qu'est-ce que le laboratoire a besoin aujourd'hui pour être dans la continuité de l'œuvre de Cheikh Anta Diop? Le laboratoire a besoin d'équipement. Parce que là, actuellement, nous travaillons, par exemple, avec un compteur à scintillation liquide. Ça, on l'a commandé il y a bientôt 20 ans. Pour moi, c'est révolu, quoi. Actuellement, nous devons tendre vers l'accélérateur de particules, qui ne sera pas simplement un outil pour faire de la datation, mais sera un outil pour faire autre chose, par exemple. Parce qu'un accélérateur de particules peut produire des isotopes importants. Par exemple, ici, en médecine, l'application, c'est quoi? C'est d'avoir des isotopes pour tuer, par exemple, certaines tumeurs. L'accélérateur de particules peut effectivement créer des isotopes qui nous permettent, par exemple, l'iode qui permet de traiter ou bien de diagnostiquer certaines tumeurs. Voilà, donc le développement, c'est quoi? C'est de passer, d'essayer d'être au même niveau que les autres. Hein? Et ce n'est pas trop cher, à mon avis. C'est pas un cher. Accélérateur de particules, non. Un réacteur nucléaire aussi, c'est possible. Okay. Moi, j'ai participé à beaucoup de réunions avec le ministère en ce temps de la recherche où ils voulaient avoir un réacteur nucléaire. Mon idée, c'était de dire, à la place des réacteurs nucléaires, il fallait avoir un accélérateur de particules pour pouvoir avoir les deux. Non seulement on allait produire des isotopes et en même temps faire de la datation. Voilà, et justement, on parle beaucoup de la datation. Quelle est son importance dans la recherche? Parce que je pense que ça faisait partie des applications que Cheikh Anta Diop visait en créant ce laboratoire, n'est-ce pas? Ouais. Alors, la datation, c'est pour permettre de remonter le temps. Donc, l'une des applications, c'était quoi? C'était des applications au niveau de l'archéologie, n'est-ce pas? Pour savoir remonter le temps, pour savoir, par exemple, le temps, qu'est-ce que je veux dire? Pour remonter le temps, revenir voir, parce que lui, ce qui l'intéressait, c'était de montrer que, effectivement, que l'Afrique avait sa place dans la civilisation actuelle. Et c'est eux qui avaient même, c'est l'Afrique même qui avait justement précursé. Voilà, tout ça là. Donc, quand on fait de la datation, on remonte le temps pour voir, par exemple, la présence des individus dans un site bien déterminé, etc. Et en fonction des interprétations qu'on devait faire, et voilà. Il n'y a pas que cette application-là, il y a plusieurs autres applications. Ok. Voilà. Et pour terminer, qu'est-ce qui pourrait rendre hommage aujourd'hui à Cheikh Anta Diop? Ben, pour moi, en tant que physicien, franchement, qu'on réhabilite le laboratoire, que le laboratoire soit vraiment prêt scientifiquement. Après le reste, pour moi, ça va passer. Il n'y a pas de problème. Nous, on a essayé en 2015, par exemple, on est allé chercher une conférence internationale sur le carbone 14 en hommage à Cheikh Anta Diop. C'était en 2015, on l'a fait ici à King Fahd. Et ça a bien réussi, tout le monde était content. Mais après, il faut qu'il y ait une suite. Les équipements, mais ça a un temps bien déterminé. On ne peut pas avoir des équipements qui datent qui ont plus de 30 ans. Ce n'est pas possible. Donc il faut une volonté vraiment politique au niveau des autorités pour vraiment mettre à niveau. Le laboratoire là ne doit pas être un laboratoire. Ça ne doit pas être un musée, quoi. Ça ne doit pas être qu'un musée. Qu'un musée. Il faut que les gens travaillent parce que les gens, il y a des chercheurs qui sont dans le laboratoire. Qu'est-ce qu'on fait? C'est de jouer notre partition. En tant que physicien, moi je ne suis pas anthropologue, mais je suis un physicien du nucléaire. Voilà. J'aimerais bien vraiment que les gens réagissent par rapport à ça pour que le laboratoire soit vraiment... Merci beaucoup, professeur Maurice Ndeye, pour ce tour d'horizon fort intéressant sur les questions d'énergie. Est-ce que vous avez un dernier mot? Oui, je voudrais dire que, bon, je vous remercie beaucoup, mais je voudrais bien que comme le Sénégal a choisi le mix énergétique, qui se définit comme la répartition des énergies primaires, franchement, c'est de cette même manière-là qu'il devait quand même mettre en priorité ce laboratoire, qui est un laboratoire de renom où beaucoup de choses peuvent se faire. Et à la condition vraiment d'être au même niveau que les autres. Qu'on puisse nous donner par exemple
nous installer un accélérateur de particules, par exemple, pour pouvoir continuer à travailler dans le sens. Merci beaucoup, prof, pour ce plaidoyer fort intéressant. Je vous donne rendez-vous à un prochain numéro de notre podcast Gëstu.